Bonjour, nous allons nous entretenir aujourd'hui avec le Père Jean-Marie Tardif de la Société des missionnaires d'Afrique. Nous allons parler avec lui de son parcours missionnaire, de ce qui l'a passionné et évidemment de ce qu'il aimerait communiquer aux jeunes missionnaires et aux jeunes chrétiens du monde qui vont avoir la chance de l'écouter. Alors, Père Jean-Marie, vous avez eu un long parcours missionnaire. Pouvez-vous nous parler surtout des moments qui vous ont le plus marqué? Les moments qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Il y a d'abord la décision que j'ai prise à 20 ans d'entrer chez les Pères Blancs. J'ai fait mon noviciat au Canada, mais j'avais demandé d'aller faire ma théologie à Carthage, en Tunisie, pour expérimenter ce que c'était la vie missionnaire avant de m'y engager, puisque c'est différent la vie d'ici et la vie qui nous attend. Et surtout dans ces années-là, il y avait une espèce de idéalisation de la vie missionnaire, le héros qui part à l'étranger. Mais je voulais expérimenter ça. J'ai fait mes études de théologie en Carthage, en Tunisie. J'ai été ordonné prêtre à Carthage, donc dans un sens, je suis un prêtre africain. Et après, donc, j'ai fait des études de Bible à Rome. Quand j'étais en Tunisie, j'ai appris un peu l'arabe, je me préparais au fond à rester en Afrique du Nord. Mais au moment qu'on nous a donné les nominations, on m'a envoyé aux études à Rome. J'avais peur que ce soit le droit canon, mais heureusement, il m'a envoyé étudier la Bible, ce qui m'intéressait beaucoup plus. Après mes études, j'ai enseigné 4 ans au Canada, les jeunes en formation au noviciat de Saint-Martin, l'année spirituelle. Et en 68, on a fermé ce noviciat et je suis parti pour le Zaïre, qui est devenu ensuite, qui était le Congo, qui est devenu le Zaïre et qui est redevenu le Congo. J'ai fait d'abord 2 ans en paroisse pour apprendre une langue, avoir un minimum d'expérience pastorale. Et ensuite, j'ai fait 10 ans au centre de formation religieuse de Bunia, l'Institut de sciences religieuses, où on formait des laïcs pour prendre la relève au fond des paroisses, parce que plusieurs prêtres, surtout dans certains diocèses comme Kisangani, avaient été tués ou avaient fui au moment de la rébellion. Et beaucoup de paroisses, surtout à l'intérieur, étaient sans prêtre. Alors la conférence provinciale du Haut-Zaïre avait demandé de commencer un centre de formation pour des couples laïcs, formation sérieuse, pour qu'ils puissent prendre en charge les paroisses. On les appelait des pasteurs et ils recevaient le mandat de l'évêque et animaient donc les communautés paroissiales sans prêtre. Alors j'ai fait ça pendant 10 ans. Ensuite, je suis retourné encore une année ou deux en paroisse pour m'occuper d'un petit centre diocésain d'animation pastorale en diocèse de Mahagi. Et après, on m'a nommé recteur du grand séminaire de Kisangani. Et en 85, j'étais malade, épuisé, je suis rentré au Canada et j'ai participé au chapitre de 86 et c'est là qu'on avait décidé d'ouvrir nos provinces d'Europe et du Canada à la préoccupation de la présence des Africains qui commençaient dans nos pays. Jusque-là, la mission, c'était la mission en Afrique et ça devenait la mission auprès des Africains. Donc, c'était plus tellement une question continentale, mais devenu le peuple africain, là où il est, eh ben, c'est un peu notre vocation, notre rôle d'être non pas les prendre en charge, mais de vivre, de travailler avec eux, d'être présent au fond
comme missionnaire d'Afrique, puisqu'on a été fondé pour les Africains et donc dans nos pays d'origine où les Africains devenaient de plus en plus nombreux, il fallait aussi avoir cette préoccupation de travailler avec eux et puis d'essayer de voir ensemble comment les aider à s'intégrer dans ces nouvelles sociétés où ils venaient vivre. Alors, vous êtes initiateur du Centre Africa de Montréal. Et quelle est l'intuition qui est derrière cette initiative-là? Bon, ce chapitre de 86 avait pris cette décision, donc en Allemagne, en Belgique et puis au Canada surtout. On a commencé à ouvrir des centres pour la communauté africaine. Alors, quand je suis rentré du chapitre, on m'a demandé de commencer ce centre à Montréal. Alors, mon inspiration de base, moi, c'était de faire un centre communautaire pour la communauté africaine. La première chose que j'ai faite, j'ai visité des centres communautaires, des Italiens, des Portugais, des Latinos, des Haïtiens, pour voir comment ça fonctionnait. Et puis, à partir de ça, donc, deuxième chose, il fallait entrer en contact avec les Africains présents. Donc, on en connaissait un ou l'autre, mais à travers des contacts tranquillement. Donc, avec ces gens-là, on s'est réunis, puis on a décidé qu'on allait commencer ce centre communautaire pour la communauté africaine de Montréal. Alors, bon, d'abord, essayer de prendre contact avec les Africains tranquillement. Donc, faire beaucoup de visites à domicile, on rencontrait des gens. Et puis, il y avait aussi tout l'aménagement d'une partie de notre maison de Saint-Hubert. Et donc, on a fermé l'accès à la maison avec une porte, là. Et puis, donc, au début, il y avait la salle. On a fait aménager un petit coin cuisine et puis un bureau. C'était tout. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et alors, au départ, ça fonctionnait comme un centre communautaire, c'est-à-dire un lieu où les Africains pouvaient se rassembler. On avait quelques intuitions de base auxquelles on croyait fortement. D'abord, on n'organisait pas quelque chose pour les Africains, mais c'est un lieu où les Africains pouvaient ensemble essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, c'était au fond un lieu où la communauté, où les différents groupes, communautés africaines pouvaient se rassembler pour, surtout que c'était les débuts d'une arrivée un peu plus importante d'Africains à Montréal. Et donc, beaucoup sentaient le besoin de se rassembler, de se rencontrer. Et c'était aussi le début de la naissance de certaines associations nationales, des différentes groupes de pays qui avaient des membres là. Donc, tranquillement, la communauté se structurait, donc aussi, même en dehors du centre africain. Alors, c'est devenu un petit peu un point de ralliement où ces différents groupes pouvaient se rassembler. Donc, il y avait des bénévoles, il y avait une jeune fille qui était étudiante, une Congolaise, Kina Konto, par exemple, qui avait commencé quelque chose avec les jeunes. Il y avait des mamans kabyles qui venaient le samedi après-midi apprendre la culture et la langue kabyle aux enfants. Les sœurs avaient commencé aussi un après-midi par semaine pour les vieilles mamans africaines qui s'ennuyaient, surtout l'hiver, dans ces appartements. Entre parenthèses, une chose que parfois des familles africaines jeunes pensaient bien faire en faisant venir leurs vieux parents ici. Oui. Et ces vieilles mamans qui souvent ne parlaient pas français ni anglais étaient complètement désorientées. Et moi, je leur disais, c'est peut-être mieux d'aider vos vieux parents en Afrique que de les sortir de leur milieu. Puis ils passent la journée seuls, les parents partent travailler, les enfants vont à l'école. Alors les sœurs les rassemblaient un après-midi par semaine pour faire des petits travaux d'aiguille ou de tricotage, enfin peu importe. Alors,
tranquillement, un certain nombre d'activités de type communautaire. On faisait un truc, par exemple, les deuils. Quand quelqu'un perdait un membre de sa famille, eh bien, les amis, les parents se rassemblaient pour une soirée de deuil. On mangeait ensemble, il y avait le deuil et tout. Et puis, il y avait les jeunes, le samedi après-midi. Une fois par mois, on avait la messe. Mais on voulait pas faire de ghetto non plus. On essayait d'aider les gens à s'intégrer plutôt dans leur communauté paroissiale que de ramasser, puis les entourer, puis donc, un des mots qu'on avait, c'était aussi de aider les gens à s'intégrer et non pas à se fermer sur des groupes nationaux. Quand on choisit, soit forcé parfois de quitter son pays, ben, il faut essayer de s'intégrer au nouveau pays. Autrement, on fait des espèces d'îlots là qui se sentent pas à l'aise dans ce nouveau pays. Un autre aussi, comme c'était les débuts de l'arrivée des Africains assez nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, avec les différents conflits qu'il y avait dans certains coins. Alors, on accompagnait souvent les gens au bureau de l'immigration pour les accompagner parce que c'est compliqué toutes ces affaires-là. Bon. On visitait beaucoup les familles chez elles, les familles qu'on connaissait. On organisait aussi, enfin, en collaboration ensemble, là, des fêtes comme la fête de Noël avec des cadeaux pour les enfants, souper de Noël. Donc, au fond, toutes les activités d'un centre communautaire. Et ça permettait aussi aux différents groupes d'avoir un lieu de rassemblement, puisque c'était un peu une période où il n'y avait pas encore d'organisation par groupe ou par pays ou quoi. Donc, souvent, il n'y avait pas de lieu où se rassembler ou se rencontrer pour différentes activités. Alors, le centre était un lieu où les différents groupes, donc on réservait la salle pour telle activité, et puis bon, c'est comme ça que les locaux étaient assez, de plus en plus utilisés pour toutes sortes d'activités, pour les réunions des différents groupes, bon, en tout cas, la diversité des différentes activités. Un autre principe qu'on avait aussi au départ, c'est qu'on voulait pas demander de subsides gouvernementaux. La raison était très simple, comme il y avait des organisations africaines qui se mettaient en place, qui demandaient des subsides au gouvernement. On voulait pas que le gouvernement dise « Ah, bon, on donne déjà au Centrafrica, donc vous n'avez qu'à aller là-bas ». Nous, c'était vraiment une œuvre des Pères Blancs et on n'acceptait aucune offre, aucun subside, soit de la ville ou encore du gouvernement, pour ne pas bloquer ou piéger un peu les différentes organisations qui se mettaient en place. Alors, ça fonctionnait un peu comme centre communautaire de différentes activités. Par exemple, il y avait le groupe des Nigériens, un groupe évangélique, qui, un soir par semaine, venait là pour prière de louange et de chant, et puis la salle était archi-comble. Bon, enfin, toutes des activités dont les Africains avaient l'initiative. On était, nous, les collaborateurs, très peu de choses qui étaient organisées par le Centrafrica, mais être un lieu où les activités suggérées ou proposées par la communauté africaine pouvaient se développer et se faire dans un cadre agréable, une salle confortable. On avait mis l'air conditionné, etc. Donc, ça marchait très bien. Et puis, c'était très fraternel. Bon, c'est vrai que la communauté africaine était moins nombreuse que maintenant. On connaissait énormément de monde. On était très souvent invités à souper à gauche, à droite. Donc, on était quand même assez bien intégrés, je crois,
la communauté africaine. Et ça a été reconnu aussi par les instances publiques, puisque en 89, j'ai reçu une médaille de reconnaissance, disons, du ministère des Affaires culturelles pour mon implication dans l'intégration des Africains dans la ville de Montréal. Donc, au fond, ça, c'était quand même reconnu et bien accepté cette initiative que les Pères Blancs avaient pris de commencer ce centre-là, ce centre communautaire. Et ça correspondait vraiment au charisme de la société, parce que ceux qui fréquentaient les centres africains n'étaient pas nécessairement des chrétiens, mais de tous les horizons. Oui, il y avait des associations musulmanes, il y avait des Guinéens, par exemple, qui venaient faire leur réunion là. Une très grande la majorité était musulmans. Les mamans kabyles qui venaient avec leurs enfants pour leur apprendre la langue et les cultures kabyles. Enfin, c'était pas du tout quelque chose d'orienté uniquement religieusement. Il y avait des activités religieuses qui se faisaient, mais c'était dans le respect des cultures. Il y avait des groupes évangéliques qui venaient, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait, enfin, c'était très diversifié. Père Jean-Marie, je vous ai rencontré dans mon parcours missionnaire, vous étiez formateur. Et aujourd'hui, je vous retrouve, vous êtes à Sherbrooke, dans une maison où vous aidez nos confrères qui sont en repos à s'organiser un peu comme communauté. Hein, vous êtes animateur de cette communauté, un des animateurs, bien sûr. Alors, je trouve que vous êtes toujours un missionnaire heureux. Alors, quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes missionnaires et aux jeunes chrétiens qui vont avoir la chance de nous écouter? Je pense que quand on est profondément pris par un engagement, une vocation, je dirais qu'on développe presque une sorte de seconde nature. Par exemple, nous, les Pères Blancs, on a l'esprit missionnaire. Quand on est arrivé dans cette résidence ici, c'est nous qui avons pris l'initiative de commencer à s'occuper de l'animation spirituelle, d'avoir la messe quotidienne. Pendant le carême et l'Avent, on fait des séries de conférences pour l'animation spirituelle. On fait des célébrations communautaires du pardon pour Noël et Pâques. Mais il y a personne qui nous a demandé ça, ni le diocèse, ni les responsables de la résidence. Quand on leur a proposé ce qu'on désirait faire, ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est comme spontané chez nous, ça devient un peu comme une seconde nature. Quand on arrive quelque part, on a comme ce goût, cette espèce de charisme-là, d'entrer en contact, de chercher à voir comment on peut pas simplement être là comme pensionnaire, mais d'être aussi rayonné d'une certaine manière. Je pense que l'important, c'est que quand on est marqué par un appel, par quelque chose qui nous fait vivre, par le fait même, on reste, je dirais, vivant jusqu'au bout. Ça nous habite et ça nous permet de trouver les moyens de l'exprimer, de le vivre là où on est. Ça fait partie de notre ADN d'être attentif aux autres, d'être porteur par nos engagements de la bonne nouvelle, au fond, de Jésus. Donc, quand on dit la mission continue, ça a un sens. Oui, pas de façon artificielle. Oui. Je dirais pas de dire... je suis un peu allergique à dire assoyons-nous, quel est notre projet missionnaire, etc. Oui. Je pense qu'il faut laisser la créativité. Je crois beaucoup à cette espèce de force intérieure qui nous anime, qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui convient, etc. Et non pas de dire on va s'asseoir et on va faire un programme qu'on ne suivra pas. D'ailleurs, j'ai été longtemps maître des novices et la première semaine, c'était un peu ma stratégie. On s'assoyait. Première question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il y a du non négociable dans les constitutions. Donc,
vous venez ici pour un projet bien précis. Mais maintenant, la façon d'organiser notre vie, comment ensemble on va créer. Alors, on mettait au tableau notre projet, c'est quoi, et puis quels sont les moyens qu'on prend pour y arriver. On construisait ensemble l'horaire, le programme et tout ça. C'était un peu ma méthode de travailler. Et je peux dire que ça m'a suivi un peu partout. Quand j'ai commencé le Centrafrica aussi, je suis pas arrivé là avec un plan préétabli de rencontrer les Africains, qu'est-ce qu'on fait, quels sont vos besoins, comment est-ce qu'on peut ensemble essayer d'y résoudre et non pas de faire un programme puis des horaires et quoi là, ça c'est bon, chacun sa méthode. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Les gens qui vous ont entendu savent aujourd'hui que vous êtes le pionnier du Centrafrica et ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Merci. Merci. Chers amis du Centrafrica, nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer aujourd'hui notre grand frère, notre confrère Jean-Marie Tardif, qui est l'initiateur du Centrafrica ici à Montréal. Il nous a partagé un peu ce qu'ils ont vécu dans les débuts et je pense que aujourd'hui nous sommes informés et nous allons essayer de continuer aussi à notre façon ce chemin qui ont été tracés. Les générations se succèdent, ils se communiquent l'essentiel et tout pour le bonheur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Centrafrica est ce lieu où le monde se rencontre. Les Québécois, les Africains, les Asiatiques, et tout le monde se rencontre. Et pour que l'humanité vive cette fraternité dont ils ont tant rêvé au début du Centrafrica. On vous remercie et à la prochaine.